Pression sur le gouvernement à 2 jours du discours de politique générale de François Bayrou. Manon Aubry, députée européenne LFI, répondra à ces questions et reviendra également sur le narcotrafic dans un instant. Face aux défis géopolitiques actuels, Algérie, Iran, Russie, la France doit-elle repenser sa politique de défense? Pierre Servant, expert en stratégie militaire, sera avec nous pour partager son analyse à partir de 20h30. Quelle stratégie diplomatique également adopter face à l'Algérie et aux tensions internationales? Comment faire face à Donald Trump qui sera investi le 20 janvier prochain? L'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine sera mon invité à 21h. Et les retraites, la dette et les réformes fiscales, Michel Sapin, ancien ministre des Finances, nous expliquera quelles solutions sont possibles pour éviter une crise budgétaire. Vous êtes sur LCI, restez-y, à tout de suite. Messieurs, bonsoir. Et on commence avec la politique ce soir. Elle est députée européenne depuis 2019, réélue en 2024 et coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen, engagée pour la justice sociale, la régulation des multinationales et la défense des droits fondamentaux. Elle s'oppose aux accords de libre-échange et plaide pour un modèle européen plus solidaire et écologique. Elle est mon invitée ce soir. Manon Aubry, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année à vous également. On va écouter Gérald Darmanin, qui était l'invité de Darius Rochebin à l'instant, le garde des Sceaux, qui s'est exprimé également sur le narcotrafic. Le narcotrafic où il propose une nouvelle solution. Je vous laisse écouter, je vous laisse réagir. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. C'est une prison de haute sécurité. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. Est-ce qu'on sait déjà quelle prison vous l'avez choisie ? J'ai 2 prisons dans la tête, si j'ose dire. J'ai commencé à en visiter sans journaliste d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour cet été, et je n'ai pas besoin de loi pour ça, j'ai besoin de la volonté, on va en avoir un petit peu d'argent et j'en aurai. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison et montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Est-ce que c'est une bonne idée, Manon Aubry ? Je n'avais pas entendu cet extrait avant de venir sur votre plateau. Et à l'écouter, les bras m'en tombent. D'abord, avoir une vie agréable. Depuis quand on a une vie agréable en prison ? Je pense que Gérald Darmanin devrait y passer un peu plus de temps pour voir les conditions de vie, de détention dans notre pays, régulièrement épinglées par le défenseur des droits, par les ONG de défense des droits humains. Et puis, de manière plus générale, il y a 2 problèmes dans ce que dit Gérald Darmanin. La première, c'est on va vider une prison pour mettre tous les narcotrafiquants dedans. Mais dans notre pays, il n'y a même pas suffisamment de places de prison. On manque chaque année de places de prison pour répondre aux besoins. Il dit qu'il aura de l'argent. Et deuxième chose, en plus. Et deuxième chose, on voit, c'est pas le ministre de la Justice qui parle, c'est le ministre de l'Intérieur. Il est encore ministre de l'Intérieur et c'est le problème d'ailleurs avec sa nomination, avec la volonté du tout répressif qui est déjà tenté depuis un certain nombre d'années dans notre pays et dont on voit bien les résultats, qui sont extrêmement limité dans la lutte nécessaire et indispensable contre le narcotrafic, là où il faudrait, en plus du volet répressif qui est déjà en place, un volet préventif pour prévenir, pour démanteler les réseaux, d'avoir des moyens dans la police judiciaire, la police qui fait les enquêtes, la recherche, d'avoir des moyens aussi pour les douaniers qui font les contrôles aux frontières. Voilà ce dont on a besoin aussi pour démanteler les réseaux. Et franchement, c'est un espèce de coup d'esbrouf, de communication de Gérald Darmanin qui a envie d'exister, qui est dans une espèce de course à l'échalote avec Bruno Retailleau de qui va avoir la politique la plus répressive. Et je ne pense pas, malheureusement, que ça réponde à un besoin et à un objectif qui est, lui, nécessaire et indispensable de lutte contre le narcotrafic. Dans cette interview, ils disent Gérald Darmanin dit qu'il forme un duo avec Bruno Retailleau, qu'il ne faut pas éloigner la justice du ministère de l'Intérieur. Mais quand il parle de liberté et peut-être d'amoindrir les réseaux, il parle notamment des téléphones, puisqu'on le sait, à l'intérieur des prisons, certains détenus ont accès au téléphone. Est-ce que cette décision-là ne pourrait pas faire en sorte que ça
s'arrête à ce niveau-là? Écoutez, c'est déjà interdit d'avoir des téléphones dans les prisons. Le problème, c'est que vous avez là aussi pas suffisamment de moyens pour l'appliquer, pour contrôler. Je pense pour vous dire une confidentielle anecdote, mon grand-père était surveillant de prison. Il était surveillant de prison dans une prison au Baumette, à Marseille, qui fait partie des prisons complètement où la surpopulation est extrêmement forte. Et déjà à son époque où il était en exercice, je l'entendais dire à quel point les surveillants pénitentiaires n'avaient pas suffisamment de moyens pour faire leur métier de la bonne manière, pour pouvoir contrôler. Donc tout ça, de nouveau, ce n'est que de la communication. Et puis je me souviens, vous dites un duo entre la justice, Beauvau, et l'intérieur. Mais Gérald Darmanin, c'est le même qui avait dit que le problème de la police, c'est la justice. On se souvient au moment d'une grande manifestation des policiers. Donc le même qui défilait aux côtés des policiers pour dire que le problème de la police, c'est la justice, il est maintenant ministre de la Justice, en réalité, pour appliquer la même politique qu'il menait à l'intérieur. Et vous n'avez pas du tout une séparation de la police et de la justice qui est nécessaire dans un état de droit. Raison pour laquelle je suis extrêmement inquiète sur la trajectoire qui est prise à la fois par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. C'est un peu le tic et tac, on pourrait les appeler comme ça, de la politique répressive qui reprend absolument toutes les lubies de l'extrême droite. Parlons de la politique et de ce sujet du discours de politique générale qui arrive dans à peine quelques jours. Manon Aubry, discours de politique générale de François Bayrou ce mardi 14 janvier. Tout va se jouer sur les retraites. Et écoutez ce que disait Gérald Darmanin à ce sujet. Je ne suis pas favorable à revenir sur une réforme que j'ai toujours soutenue, une réforme impopulaire, la réforme des retraites, mais qui a été faite par tous les pays autour de nous. Et je ne peux pas vous dire il faut renforcer le régalien, la justice, la police, l'armée, et vous dire il ne faut pas toucher aux retraites. Ce ne serait pas normal d'un homme politique qui se respecte. Donc moi je suis favorable évidemment à cette réforme difficile qu'a fait Mme Borne et que nous avons été très peu à soutenir. Bon, dans le bloc central, les idées divergent autour de la réforme des retraites. Les retraites, c'est tout de même un marqueur idéologique de votre camp. Jusqu'où faut-il aller pour espérer que le vote des Insoumis ne se dirige pas vers une censure? Écoutez, nous, on avait dit très clairement les raisons pour lesquelles on allait censurer ce gouvernement. C'est les mêmes raisons qui s'appliquaient au gouvernement Barnier. Ces raisons, je vous les résume de 3 manières. La première raison, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui n'est pas issu de l'équilibre politique de l'Assemblée nationale et du résultat des urnes demandé par Emmanuel Macron lui-même à la suite de la dissolution, qui a placé, certes avec une majorité relative, mais quand même qui a placé en tête le nouveau Front populaire. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devrions censurer ce gouvernement, c'est que le budget qui est proposé reste le même budget, avec cet effet de l'entonnoir, on y reviendra peut-être. C'est le même budget injuste que celui qui était proposé par Michel Barnier, qui propose de faire la poche à nos services publics, aux plus pauvres, plutôt qu'aux plus riches et aux entreprises multinationales. Et la troisième raison, c'est que dans ce gouvernement, vous avez des personnes comme Bruno Retailleau, comme Gérald Darmanin lui-même, qui reprennent toutes les lubies de l'extrême droite, qui font la courte échelle à l'extrême droite. Ces raisons-là, c'est les raisons pour lesquelles nous avions décidé de censurer le gouvernement de Michel Barnier au moment où il a été nommé, à la fin de l'été dernier, et l'ensemble du nouveau Front populaire avait voté cette motion de censure. Je ne vois pas, pour ma part, pourquoi ce qui était vrai à l'été dernier ne le serait plus là, à cet hiver. Et donc, les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Ces mêmes raisons, ces 3 raisons que je viens de citer, ces 3 raisons sont remplies aussi par le gouvernement aujourd'hui. Et ce gouvernement de François Bayrou, pour ces mêmes raisons, devrait être censuré. Et c'est la raison pour laquelle nous allons déposer une motion de censure dès la semaine prochaine. Et j'espère que l'ensemble du nouveau Front populaire, en cohérence avec les raisons que je viens d'évoquer, nous suivra. Mais Manon Aubry, vous dites que ça ne représente pas l'équilibre des forces de l'Assemblée. Mais j'avais Éric Coquerel sur mon plateau il y a quelques semaines. Très clairement, il me disait, même s'il nous avait appelés, on n'y serait pas allé pour discuter et pour avoir un potentiel poste. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si le président de la République nous avait appelés pour former un gouvernement, bien sûr qu'on y serait allé et ce serait la logique institutionnelle et démocratique. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ministre NFP. Mais c'est pas pour faire plaisir à Manon Aubry que je vous dis ça. C'est pour répondre aux logiques institutionnelles de la Ve République et aux logiques démocratiques fondamentales. Écoutez, c'est la première fois dans notre histoire qu'on a un gouvernement qui n'est pas issu du résultat des urnes. Et nous, on devrait dire circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, on va aller prendre quelques miettes. Vous faites quoi du RN dans ces cas-là ? Mais le Rassemblement national, on a bien vu qu'ils étaient la béquille du gouvernement, qu'ils ont fait le choix d'accompagner ce gouvernement. Mais les urnes leur ont donné aussi des voix. Bien sûr.
mais vous m'arrêterez si je me trompe, le nouveau Front Populaire a plus de députés à l'Assemblée nationale que le Rassemblement national. Si le Rassemblement national était arrivé en tête, même avec une majorité relative, tous les démocrates de ce pays auraient trouvé normal qu'ils puissent former un gouvernement et aller à Matignon. Pourquoi ce qui est vrai pour le Rassemblement national ne le serait pas pour le nouveau Front Populaire? Dès lors, à partir du moment où le président de la République s'assoit sur le résultat des urnes, à partir du moment où le président de la République bafoue la démocratie, je veux dire, au-delà même du positionnement politique qui est le mien, la France Insoumise, au nouveau Front Populaire, ce serait juste la position de tous les démocrates de ce pays que de dire non, il n'est pas acceptable que dans un état de droit, dans une démocratie, le président de la République peut prendre le résultat des urnes, en faire des cocottes en papier et le jeter à la poubelle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs, Gérald Darmanin, je lui reconnais au moins ça, vous voyez, c'est le début d'année, j'ai décidé d'être de bonne humeur. Donc je reconnais au moins une vérité à Gérald Darmanin dans l'extrait que vous venez de passer. Il a dit une chose qui est vraie, il a dit que la réforme des retraites a été soutenue par très peu de monde. Et en cela, il a raison. Et on voit très bien que Gérald Darmanin, ministre garde des Sceaux, c'est quand même pas un petit niveau dans la hiérarchie gouvernementale, sans parler d'Elisabeth Borne, numéro 2 du gouvernement, celle qui a fait la réforme des retraites elle-même. Tous les deux, et la plupart des personnes du camp macroniste disent surtout ne touchons pas à la réforme des retraites. Donc on voit bien que ce qui nous a été agité pour amuser la galerie pendant toute la semaine, ça nous a divertis en cette rentrée, les allées et sorties au rendez-vous du ministre de l'économie. On voit très bien que tout cela ne mène à rien, qu'ils ne veulent pas revenir en arrière. Et pourtant, cette réforme, il suffirait d'une seule chose, juste un vote à l'Assemblée nationale pour s'en débarrasser. Vous voulez quoi, Manon Aubry? Vous voulez un gel, une suspension, une abrogation? Je veux l'abrogation comme 80% des Français. Je veux l'abrogation comme l'ensemble des syndicats. Je veux l'abrogation comme la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas rien quand même tout ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'attend le pays. Et je veux dire, de nouveau, c'est pas pour faire plaisir à Manon Aubry. C'est ce qu'attendent les gens. Ça a été un des motifs de mobilisation aux élections législatives de juillet dernier. Et vous savez que ça a un coût, cette abrogation. Même la suspension a un coût. Olivier Faure parle d'utiliser le fonds de réserve. Vous serez d'accord avec ça? Mais il y a plein de manières, on en a fait la démonstration à de très nombreuses reprises, de financer cette abrogation de la réforme des retraites. D'abord, première chose, avant qu'on parle du financement, ce qu'on me dit toujours c'est impossible, de quoi on parle? On parle de manière très concrète, de rendre 2 ans de vie à des personnes qui se sont cassées la vie au travail et à qui on a dit vous allez travailler 2 ans supplémentaires, sans compter le coût que ça a pour notre société. L'adresse elle-même avait calculé que ça pouvait coûter jusqu'à 4 milliards d'euros parce que si vous prolongez l'âge de départ à la retraite, vous allez prolonger le nombre de personnes qui sont en invalidité, le nombre de personnes qui sont au chômage, quand on connaît le taux de chômage des seniors, etc. Donc, première chose à avoir en tête, c'est ça doit être une priorité politique parce que ça répond à un besoin social. Deuxième chose, sur la question du financement, on a dit depuis le début qu'il y avait énormément de manières de le financer. Dans un premier temps, l'abrogation simple coûte à peu près 4 milliards d'euros. C'est largement finançable, ne serait-ce que par enlever les coûts induits dans d'autres caisses de la sécurité sociale liées à l'invalidité, au chômage des seniors que j'évoquais. Première chose. Deuxième chose, quand vous voulez financer durablement une réforme des retraites, y compris pour aller à la retraite à 60 ans comme on l'avait proposé, il y a plein de moyens, parmi lesquels la taxation par exemple des dividendes qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Ce n'est pas normal que quand vous travaillez, vous, moi, n'importe qui, on paye des cotisations sociales, nos employeurs payent des cotisations sociales, mais ce n'est pas le cas quand vous êtes rémunéré en dividendes. Rien que ça rapporte plus de 10 milliards d'euros. Donc on peut avoir ce débat encore et encore sur le financement, mais c'est une espèce de drapeau rouge qui est agité, en réalité uniquement par idéologie, parce que ceux qui ne veulent pas revenir sur la réforme des retraites sont des idéologues. Ils veulent condamner les Français à travailler davantage. Mais attendez, Madame Aubry, il n'y a pas que de l'idéologie. Il y a aussi la réalité du monde, un vieillissement de la population, un reversement de la pyramide des âges. Et ça, c'est assez concret. C'est-à-dire que la population vieillit. Et donc, est-ce qu'on peut rester ad vitam aeternam comme ça? C'est le débat qu'on a eu de manière très longue au moment de la mobilisation de la réforme des retraites, qui était quand même une des plus grandes mobilisations de l'histoire de notre 5e République. Donc moi, je veux bien qu'on méprise les Français qui se mobilisent, mais quand même, ça veut dire quelque chose quand tous les syndicats y sont opposés. Et le vieillissement de la population française, vous savez comme moi déjà qu'il n'est pas égal, qu'il y a 13 ans d'espérance de vie, de différence entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches dans notre société. Donc on n'est pas tous égaux face à la mort, qu'il y a 25%... Et ça ferait partie des modifications évoquées par le gouvernement devant Éric Coquerel. Mais on n'a pas besoin de petits ajustements. Ce dont on a besoin,
de manière durable, c'est de préserver ce droit qui est le droit juste, je pense, j'imagine, il y a sûrement des retraités qui nous regardent, qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui sont bénévoles dans des associations, qui font aussi de la politique, qui sont conseillers municipaux. Notre société tout entière tient aussi, grâce à ces retraités, ce droit juste à pouvoir avoir quelques années pour souffler à la fin de votre vie, souvent quand vous n'êtes pas dans la meilleure des santé. Et l'espérance de vie en bonne santé, vous parlez de l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, elle est stable, voire même pour la première fois, elle a reculé. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut abroger à tout prix cette réforme des retraites. Autre sujet d'actualité sur toutes les lèvres, Manon Aubry, la tension qui ne cesse de monter avec l'Algérie. Dans le monde politique, les appels dans le sens d'une réaction forte de la France sont nombreux. Pour vous, Manon Aubry, que doit faire Paris après l'humiliation, comme a dit Bruno Retailleau, d'Alger sur les dossiers des influenceurs? Plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il est temps pour la France de respecter l'état de droit. On parlait à l'instant de Bruno Retailleau. Je me souviens qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps que ça que l'état de droit n'était pas une fin en soi. Eh bien, moi, j'estime que la France, mon pays, doit rester un état de droit. Ça veut dire respecter les droits des justiciables. Et en l'occurrence, cet influenceur que je ne défends absolument pas, mais il a droit à un procès équitable. Son procès est prévu le 24 février prochain. Et il est normal qu'il puisse avoir assisté à son procès. Et ensuite, son jugement sera exécuté tel qu'il soit, puisque je respecte l'indépendance de la justice. La deuxième chose que doit faire... Mais il y a le statut des OQTF, vous le savez. Mais moi, pour qu'une OQTF soit appliquée, il faut, et c'est d'ailleurs tout le problème des OQTF, et c'est pour ça qu'une grande partie ne sont pas appliquées, il faut aussi l'accord des États vers lesquels vous renvoyez les ressortissants. Et en l'occurrence... Est-ce que c'est pas ça le problème? Là, la France n'avait pas l'accord de l'Algérie qui faisait aussi état de manière plus générale en disant, écoutez, il faut qu'il puisse avoir accès à son procès. Mais je veux dire, il ne faut pas être naïf aussi sur ce qui est en train de se passer. Très clairement, la situation de cet influenceur est en train d'être instrumentalisée, montée en épingle pour alimenter les tensions avec l'Algérie. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Vous voyez à quelle vitesse les Républicains et l'extrême droite se sont engouffrés dans la brèche pour remettre en cause les accords de 1968 qui sont le résultat d'un savant équilibre à la suite de l'indépendance de l'Algérie entre un État colonial, la France, et un État nouvellement indépendant, l'Algérie, accord qui a été revu à plusieurs reprises, dont il est dit tout et n'importe quoi à son sujet. C'est pas vrai de dire que c'est un accord extrêmement permissif. Le nombre de titres de séjour accordés à des ressortissants algériens a été divisé par 2 depuis 2017. Donc vous voyez, tout ça est monté en épingle. Pourquoi faire? Pour stigmatiser l'Algérie, les Algériens et les Franco-Algériens. Et c'est à eux que je veux penser ce soir. Vous avez plus de 4 millions de Franco-Algériens dans notre pays et qui se disent, attendez là, c'est moi le problème parce que j'ai un passeport algérien? C'est tous les Algériens demain qui seront le problème? Moi, je refuse cette politique de la stigmatisation et il est temps que la France reprenne une voie diplomatique audible. Je veux dire, les cafouillages diplomatiques se sont multipliés. Vous avez sûrement vu Emmanuel Macron qui a parlé des États d'Afrique de l'Ouest en disant qu'il devait leur dire merci. Mais la colonie, le président a aussi terminé. parlé de crimes contre l'humanité, je vous rappelle, en 2017, pour parler de ce qu'il s'est passé en Algérie. Vous reprendriez ces mots? Il avait raison. Mais j'observe que depuis, il s'en est passé des choses sur le terrain diplomatique. Y compris Boualem Sansal. Bien sûr, et qui doit être libéré le plus rapidement possible. Mais je vois bien la tendance à l'isolement d'un point de vue diplomatique qui est pris par la France. Je ne sais pas à quel point, d'ailleurs, la démission du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron en est un symptôme, un symbole ou une conséquence. Mais on voit bien que la crédibilité de la parole diplomatique sur la scène internationale de la France est en train d'être érodée. Et ça m'inquiète. Parce que dans des temps de tension sur la scène internationale, on a besoin d'une voix diplomatique forte et crédible, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, que ce soit face aux États-Unis de Donald Trump, que ce soit sur la scène européenne.
Et je peux vous le dire aussi en tant que députée européenne, la voix de la France est en train complètement de s'effacer sur la scène européenne. J'aimerais qu'on aille sur un autre sujet. Parlons de la Commission européenne, justement, Manon Ombry. Que se passe-t-il avec Elon Musk? Il s'est entretenu avec Alice Weidel de l'AfD. Il a reçu Nigel Farage du parti anti-immigration Reform UK en Floride. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence, selon vous? Oui, je pense qu'on peut tout à fait parler d'ingérence de la part d'Elon Musk dans une forme d'international de l'extrême droite qui utilise les outils extrêmement puissants que sont notamment X, Twitter, et qui, une brèche dans laquelle s'engouffre même, on l'a vu avec Mark Zuckerberg et derrière Meta, donc Instagram, Facebook, etc., pour installer l'extrême droite au pouvoir, comme ils l'ont fait aux États-Unis avec Donald Trump. Ils sont en train d'essayer de le faire en Europe. Et face à ça, moi, je m'alarme du fait que l'Union européenne reste les bras croisés. Pour tout vous dire, il y a eu un communiqué de presse de la Commission européenne cette semaine, ce jeudi, qui est une honte. Vous avez la Commission européenne dans un contexte de tension avec les États-Unis, où Elon Musk essaie de promouvoir l'extrême droite, de s'immiscer dans la politique européenne. Elon Musk, l'extrême droite américaine, à travers Elon Musk, mais surtout Donald Trump, menace la souveraineté du Groenland, qui fait partie de l'Union européenne, puisque c'est associé au Danemark. Et dans tout ce contexte-là, vous avez la Commission européenne qui dit: les États-Unis sont notre partenaire historique, il faut renforcer les liens transatlantiques. J'ai noté exactement les termes parce que j'ai bondi de ma chaise. Franchement, le moment où la Commission européenne devrait s'affirmer, taper du poing sur la table et dire en fait, ça c'est hors de question. Le droit international doit être respecté partout dans le monde. Et donc, on doit défendre la souveraineté du Danemark, notamment. Et puis, évidemment, qu'on ne cédera pas sur les règles en matière de numérique, de préservation des données, de lutte contre les fake news. C'est ça qu'aurait dû dire l'Union européenne. Donc, il faut quitter X ou pas ? Et elle a capitulé. Écoutez, c'est une bonne question. C'est une question qui est... Marine Tondelier le demande ce soir. Qui est difficile. Il y a une question plus générale qui est posée, qui est l'utilisation de l'ensemble des réseaux sociaux. Moi, je suis présente sur des réseaux alternatifs du type Blue Sky. J'encourage les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à s'abonner, à essayer de migrer. Mais une personne qui quitte un réseau social, ça a un poids assez limité. Toutes les personnes qui quittent un réseau social, ça peut avoir un poids. Et en même temps, moi, je pense à toutes les personnes qui nous regardent peut-être, qui sont sur Twitter, sans forcément être d'extrême droite. Et c'est comme pour l'écologie, vous voyez, j'ai toujours du mal avec les responsabilités individuelles. Sans doute qu'il faut se poser la question à un moment de quitter X. Mais moi, faisant de la politique, je me pose d'abord la question de la régulation. Et ce que j'aimerais, en tant qu'Européenne, c'est dire qu'il faut aller plus loin dans la régulation des géants du numérique, imposer aux géants du numérique le contrôle des fake news. Et s'ils ne le font pas, alors ces géants du numérique doivent fermer sur le sol européen. Voilà ce qu'ils devraient faire, ce qu'on devrait faire. Voilà ce que des responsables politiques qui osent tenir tête à ces géants du numérique devraient faire et devraient dire. Et je pense que ça devrait être la première de nos priorités. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été mon invitée ce soir. Dans un instant, on continue sur la situation internationale avec Pierre Servan qui sera mon invité juste après la pub. À tout de suite. Il est l'un des meilleurs spécialistes de questions de défense, de géopolitique et de stratégie militaire en France, auteur prolifique et analyste éclairé. Il nous propose dans son dernier ouvrage, Le Monde de demain, publié aux éditions Robert Laffont, une réflexion profonde sur les grands bouleversements de notre monde. Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir Margot. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en plateau. Avant d'aller sur les sujets de défense, Pierre Servan, le sujet brûlant de l'Algérie ce soir, avec Gérald Darmanin qui était en direct sur notre antenne. Je vous laisse écouter et réagir. Mais on doit évidemment améliorer nos relations diplomatiques. Pas simplement avec l'Algérie seule, mais avec tous les pays européens. J'entends la proposition de baisse des visas. Je l'ai fait en 2021-2022. Nous avons baissé drastiquement les visas pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Avec un succès très relatif. Pourquoi ? Parce que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et tous les autres pays demandent des visas Schengen, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et ensuite viennent en France. Donc vous vous fâchez diplomatiquement, et ce n'est pas efficace en immigration. Ne pas se fâcher diplomatiquement, ce n'est pas efficace. Est-ce qu'il y a une gêne vis-à-vis de l'Algérie ? Écoutez, non. Moi, j'ai écouté toute l'interview de Darmanin. Je ne porte pas de jugement sur le fond, c'est pas l'objet ici. Mais quelle politique ? C'est un vrai politique. Il maîtrise ses dossiers, il a du fond. Darius Rochebin était
tout à fait incisif. Et donc ça a donné, je trouve, un rendez-vous politique de très grande qualité. De ce point de vue-là, François Bayrou a eu plutôt raison de, encore une fois, sans juger de la perspective politique, on va attendre la déclaration de politique générale, mais de rentrer des hommes politiques qui ont de la carrure. Et sur l'Algérie, ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, que j'ai trouvé plus subtil, plus articulé que celui du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est qu'il dit deux choses. Il dit l'Algérie, c'est un grand pays, on a des sujets très importants, notamment dans la lutte contre le terrorisme, et il a raison, on ne peut pas... Écoutez, le régime algérien est insupportable en ce moment, le fait d'emprisonner des intellectuels, Boualem Sansal, la politique qui est menée là est vraiment... catastrophique pour les Algériens et pour la relation avec la France. Mais Darmanin dit il faut discuter avec ce pays, il ne faut pas chercher par des politiques de visa finalement à faire payer les pots cassés à la fois aux Français qui ont des liens qui peuvent être franco-algériens ou qui ont des liens avec l'Algérie. En revanche, ce qu'il dit, on retrouve la fermeté de Darmanin, parce que ce n'est pas comment dirais-je, des tournures diplomatiques pour ne pas affronter le problème. Il rappelle, c'est un grand pays, on a des dossiers communs extrêmement importants, et avec la déstabilisation de la Syrie, avec ce qui se passe au Sahel, avec les États putschistes, notamment le Mali, qui sont derrière l'Algérie, il y a quelques sujets avec ce pays-là. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est